Connaissance. Recherche. Sciences. Dessin, mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Environnement. Nature. Alors, elle va nous parler cet après-midi du long chemin de Bœuf de Anton, le Dramma Giocoso de Carlo Goldoni. Merci Jacqueline. Le 26 décembre 1758, au théâtre de Saint-Moïse à Venise, on représenta Le Bovo d'Antona, dramma giocoso per musica de Carlo Goldoni. La partition était de Tommaso Traetta, célèbre compositeur de l'époque, appelé à la fin de sa vie à Saint-Pétersbourg à la cour de Catherine II de Russie. Il était très apprécié par ses contemporains qui disaient de lui « toujours beau et parfois sublime », ou bien, comme l'écrivait Godard, on peut comparer Traetta à un torrent qui entraîne tout. Né avec l'audace de la composition, il s'élance sur les morceaux les plus difficiles du chant, déploie dans ceux-ci un génie supérieur. S'il n'y avait eu de musique sur la terre, Traetta aurait pu en faire une. On ne sait pas si le jeune compositeur napolitain alla chercher le dramaturge vénitien déjà confirmé ou s'ils furent mis en relation par les truchements d'un impresario. On manque cruellement de documents là-dessus. On sait que Goldoni, le grand novateur du théâtre italien du XVIIIe siècle, avait déjà à son actif, en marge de sa vaste production de pièces à jouer, un nombreux répertoire de textes destinés à être mis en musique, intermezzi, drammi per musica, opere buffe. Dans ses mémoires, compte tenu de la difficulté qu'il a à saisir la portée véridique de sa narration autobiographique, il cite surtout les pièces théâtrales et ne parle que très rarement de ses drammi giocosi. Il est vrai que la plupart des textes à chanter étaient traditionnellement supposés jouer un rôle mineur par rapport à la musique, selon la règle très connue « prima la musica, dopo le parole ». Après la représentation de son premier opéra, Goldoni écrit « Mon opéra fut donné. Les acteurs étaient bons, la musique excellente, les ballets fort gais. On ne disait rien du drame. Je me tenais derrière le rideau. Je partageais les applaudissements qui ne m'appartenaient pas. Et je disais, pour me tranquilliser, ce n'est pas mon genre. J'aurai ma revanche à ma première comédie. » Dès ses débuts, il consacra à la composition des livrets une partie très limitée de son temps, jusqu'à pouvoir se vanter d'en avoir écrit un en 4 jours. Cela dit, il ne faut pas oublier que sa réforme de l'opéra comique est presque plus importante que sa réforme du théâtre. La plupart de ces pièces puisent leurs sources dans la vie quotidienne, comme il le répète constamment dans ses mémoires et comme on le voit d'après ses pièces. Néanmoins, quoique assez rarement, il emprunte ses sujets à des textes liés au patrimoine littéraire du Moyen-Âge. En particulier, au 40e chapitre de ses mémoires, la première fois qu'il retourne à Venise après son mariage, il écrit, parlant de ses comédiens, « Mes comédiens, qui ne comptaient plus sur moi, furent contents de me revoir, d'autant plus que je leur avais apporté une pièce nouvelle, c'était Renaud de Montauban, tragicomédie en 5 actes et en vers. Ces sujets étaient du fond de la comédie italienne et aussi mauvais que l'ancien Bélisaire ou le festin de Pierre. Je l'avais purgé des défauts grossiers qui les rendaient insupportables et je l'avais rapproché autant qu'il m'avait été possible du genre de l'ancienne chevalerie
et de la décence convenable dans une pièce où paraissait Charlemagne. Le public, habitué à voir Renaud, paladin de France, paraître au conseil de guerre enveloppé dans un manteau déchiré et Arlequin défendre le château de son maître et terrasser les soldats de l'empereur à coups de marmite et pots cassés, vit avec plaisir le héros calomnié soutenir sa cause avec dignité et ne fut pas mécontent de voir supprimer des bouffonneries déplacées. Les textes dont il parle illustraient l'ancienne chevalerie glorifiée par la cure de Saint-Palais. Les héros des chansons des gestes reviennent, non dans leur faste ancien, mais plutôt à travers les remaniements, les réécritures successives et les textes épurés, censurés, banalisés, imprimés pour la littérature de colportage. Or, cet autre sujet épique qui inspira les livrets du Boeuf d'Antone trouve son ancêtre dans les versions en ancien français du Boeuf d'Antone. Le texte originel est écrit en anglo-normand. L'auteur anonyme parle, au début et à la fin de son chant, des gestes qu'il raconte. Je vous dirai gestes que je diverses c'est, et à la fin, ici finissent la geste que bien est complie. Selon une convention littéraire, ce texte a été classé comme chanson des gestes. Dans des versions continentales qui suivirent, écrites en décasyllabes de l'S assonancé, les auteurs anonymes ou les copistes amplifient les épisodes de sorte que les quelques 4000 vers du texte insulaire s'échangent en plus de 20 000. Ces auteurs copistes commencent en outre à y insérer des éléments qui rapprochent de plus en plus cette chanson des gestes du roman. Les soucis de l'auteur consistent, selon un topos largement exploité, à conserver la mémoire d'un texte trouvé dans un livre en une abbaye, texte corrompu par les jongleurs, comme il est dit dans la deuxième version continentale, source de la tradition européenne. On peut rapprocher cet incipit de ce que dit Chrétien de Troyes dans le prologue de l'Eréchénide à propos des histoires que les jongleurs ont l'habitude de décomposer et de corrompre, d'épaissir et de corrompre suelent. Je vous lis peut-être en traduction le vers du prologue, le premier vers du prologue. Un tel vous chante, il est vrai, qui ne connaît rien à l'histoire. Ils ont oublié ce qu'il y avait de mieux. Ils ont corrompu et falsifié la chanson. Mais je raconterai, il est vrai, la véritable histoire sans retarder, comme elle fut traduite en français et renouvelée par un clerc. La réécriture en prose du Moyen-Âge tardif, conservée dans 2 manuscrits et dans de nombreuses éditions, dont l'édition Princeps et celle d'Antoine Verrard, efface définitivement la chanson des gestes pour revêtir la structure d'une histoire, d'un livre, bref, d'un roman. Et je tombe d'accord avec le choix de Michel Zinc et de Michel Stanesco, qui, dans leur histoire européenne du roman médiéval, ont inséré les Boeuf d'Antone dans les romans de l'exil et du retour. Je cite, « Plusieurs légendes médiévales présentent en commun un même type d'histoire. Un jeune héros, fils de roi, est obligé de quitter sa cour et de vivre sous une fausse identité en pays étranger. Là, il se distingue par ses qualités exceptionnelles, accomplit divers exploits guerriers, combat des monstres. Il dévoile son identité, finit par reconquérir son royaume. Il sera fondateur d'une famille renommée. » On pourrait donc dire que le Boeuf d'Antone est une chanson des gestes dans la mesure où une certaine matière épique peut être considérée comme l'incunable du roman.
Il s'agit en effet d'un héros qui vit et réalise des aventures dans le but d'accomplir son destin individuel. Et c'est là le moment déterminant dans lequel Bakhtin envisageait la suprématie du roman sur les autres genres, ce qu'il appelait romanisation. La ressemblance entre Boève d'Anton et les romans de chevalerie consiste surtout dans l'idée de l'épreuve du protagoniste et de sa parole, qui peut être considérée aussi comme l'idée organisatrice du roman, celle qui le différencie de l'épos. Dans les derniers vers de la deuxième version du Boève, c'est l'auteur lui-même qui, au moment de signer son travail, appelle son œuvre d'abord Histoire, puis roman. Ici finit l'histoire de Boève. Il n'existe pas un Anglais meilleur que lui. Ce roman que vous lisez, monsieur, a été écrit par Pierre de Riès. L'élément qui déclenche l'histoire n'est autre que le désir amoureux de la fille du roi d'Écosse, mère de Boève, épouse de Guidon, trop âgée pour elle, encore très jeune et jolie. De l'incipit, Boève d'Anton adopte le caractère d'un roman. Un matin de printemps, la reine se lève et regarde autour d'elle. Elle s'habille et admire sa beauté dans un miroir. Elle avait un miroir qui venait de Perse, elle se vit très belle et bien faite. Elle décide de changer sa vie et choisit comme amant et futur mari Don de Mayence qui l'aide à tuer Guidon. Comme s'il venait de lire Saxo Grammaticus et en particulier l'histoire d'Hamlet, Don veut à son tour se débarrasser de Boève dont il redoute la vengeance, mais il n'ose le faire de ses propres mains. Je rappelle le passage de Gesta Danorum. Orphegon voulait absolument se débarrasser de son beau-fils qu'il soupçonnait comploter contre lui, mais il n'osait pas le faire lui-même. Il pensa charger de son meurtre le roi de Bretagne pour feindre son innocence tout en déléguant l'acte à un autre. Pour cacher sa cruauté, il préférait tacher l'honneur de son ami plutôt que d'attirer sur soi la marque de l'infamie. Boève parvient à esquiver toutes les tentatives de le tuer et se sauve en Orient où il accomplit sa Bildung. C'est d'abord la découverte de la passion avec la belle Josiane, Drusiane dans les versions italiennes, fille du roi d'Arménie, et la puissance de l'amour l'aide à triompher des séparations, des longues années de captivité dans les terribles prisons du Soudan et de la vie dans la forêt. Boève triomphe aussi du mariage de Drusiane avec Ignorin de Montbran et Maccabruno dans les versions italiennes. Le mariage auquel Josiane a dû consentir malgré elle, sans toutefois le consommer. Il aura en outre raison de toutes les histoires de trahison et de la malchance qui le poursuit. Le récit de Boève eut un succès considérable en France à travers sa mise en prose, comme on a dit, et il eut une diffusion précoce en Europe qui lui assura une indéniable renommée. Il fut parmi les romans les plus répandus du Moyen-Âge tardif, mais c'est surtout en Italie que ce conte atteint l'apogée de sa réception et Boève y devint un personnage très populaire. Un Boève d'Anton français fut copié en Italie du Nord. Des versions franco-vénitiennes ou franco-italiennes s'ajoutèrent, aujourd'hui conservées à Venise à la bibliothèque de Saint-Marc. Les récits de Boève se retrouvent surtout dans des compilations cycliques anonymes comme les gestes francors, les faits des rois de France, dont les manuscrits sont toujours à la bibliothèque de Venise. L'association en de grands cycles en a peut-être favorisé la diffusion. Cyclique est aussi la compilation d'Andrea de Barberino, active à Florence à la fin du XVe siècle et grand divulgateur de la matière de France en Italie. Il a inséré le texte dans son œuvre tirée des différentes chansons des gestes françaises, le célèbre Reali di Francia, où l'histoire de Boève occupe tout le 4e livre.
Or, cette compilation eut énormément de succès. Elle était très répandue comme lecture populaire. Je rappelle à ce propos le célèbre passage descriptif de la culture du couturier, il sarto, dei Promessi Sposi d'Alessandro Manzoni, qui connaissait le Ville Saint-Père et les Reali di Francia. Les textes d'Andrea da Barberino, réédités dans des éditions de colportage jusqu'aux années 30 du siècle dernier, j'en ai là un exemplaire de 1932, vraiment très vieilli comme texte. Ce sont des éditions qui sont très mutilées parfois et qui n'ont aucune importance du point de vue littéraire, mais qui l'ont du point de vue de la transmission d'un personnage et d'un motif. Les Reali di Francia ont été écrites en prose. Il y a une autre version en vers cette fois, c'est-à-dire la version des Cantari, qui était aussi fortement répandue, était imprimée pour la première fois à Bologne en 1480. Donc il s'agit de 20 cantari qui forment les récits de Bovo d'Antona, qui ont été récemment édités, d'après cet incunable, par Daniela del Corno Branca dans la collection Biblioteca Medievale. Ces deux versions ajoutent au texte source des traits ironiques et parodiques qui lui assurèrent une fortune considérable et durable. Et c'est à partir d'une édition des Cantari, une édition toujours de Bologne de Caligola de Bazzalieri 497, que l'humaniste et massorette Elia Baur Levita dut considérer le modèle pour un des chefs-d'œuvre, avec les Parisum Vienne, de la littérature yiddish du Moyen-Âge, et qui représente aussi, à mon avis, le moment le plus intense de la réception de Bovo d'Antona. Il s'agit du Bovo Book, écrit en 1507, imprimé à Isny en 1541. Donc Claudia Rosenzweig a récemment procuré une édition d'après une nouvelle source manuscrite. Il s'agit d'un texte, celui d'Elia Levita, fortement nouveau, autant par rapport de la littérature yiddish qui le précéda, que par rapport à la tradition du Bovo italien. Elia Levita fut le premier poète à écrire en yiddish un texte italien, et il le fit d'une manière très originale en composant un vrai roman de la Renaissance. Le contenu est abrégé par rapport au Cantari et se termine par la réunion de Bovo avec Drusiana, sans faire allusion à la vengeance de Bovo. Mais pour retourner à Goldoni, pour son livret qui a été écrit donc pour le carnaval de 1759, Goldoni pouvait avoir sous les yeux les deux versions en italien, la version en prose et la version des Cantari, qui offre une correspondance d'épisodes et d'onomastiques assez précise. Mais il emprunte à peine quelques personnages et quelques situations de l'intrigue, soit, pour ce qui est des personnages, Drusiana et Maccabruno, qui chantent les rôles sérieux, et Bovo. 4 personnages nouveaux sont ajoutés, puisés dans le répertoire de l'opéra buffa, Menichina, Cecchina, Capoccio et Striglia. Goldoni doit avoir fait une lecture assez rapide du texte, puisqu'il s'agit peut-être simplement de récupérer dans sa mémoire des éléments de la tradition populaire où ces histoires étaient également racontées. Du texte source, il garde apparemment une matière frêle et quasi inconsistante, mais on le verra, on peut quand même y saisir des traces très subtiles. La scène bucolique qui ouvre le récit semble relever des tableaux vénitiens de l'époque. On a prouvé que, dans d'autres cas, Goldoni avait utilisé les suggestions de la tempête de Giorgione, vraisemblablement admirée à Ca Vendramine, dont les propriétaires, Antonio et Francesco Vendramine, étaient aussi les propriétaires du théâtre San Luca où travaillait Goldoni. Pour ce qui est de la trame du livret, elle est très légère. Il y a question de Bovo,
rentrant l'on ne sait d'où et s'apprêtant à faire valoir ses droits d'amoureux sur Josiane, qui est entre-temps tombée amoureuse de Maccabruno. Menichina, à son tour, est amoureuse de Bovo. Les autres personnages, Capoccio Meunier, père de Menichina, le couple Striglia, ami de Bovo, et Cecchina, aident à la conclusion du mariage entre Menichina et Bovo. Drusiana attendait le retour de Bovo pour se marier avec Maccabruno. On voit que le récit, par ailleurs sans grand intérêt, est très réduit par rapport au texte tuteur. On pourrait dire qu'il s'agit d'une sorte de parodie où, par exemple, les rôles de Bovo, Maccabruno et Drusiana ont changé. Et Drusiana tombe amoureuse de Maccabruno à l'encontre de ce qui constitue le fil d'Ariane du roman, c'est-à-dire l'amour constant de Bovo et de Drusiana. Maccabruno, qui est à l'origine un sarrasin, devient Maccabruno d'Antona au lieu donc de Bovo. Et Goldoni met toutefois en place beaucoup d'éléments inspirés des Cantari et des Reali de Francia. Par exemple, comme on a déjà observé, un meunier et une meunière sont très souvent sur les scènes de l'époque. Mais dans ce cas, il y a un point de repère précis dans les textes d'origine. Bovo, après sa fuite, se présente toujours comme le fils d'un meunier. Et un trait topique lui aussi, mais d'une importance toute particulière dans les récits du Boeuf d'Antone, est la fonction jouée par le cheval de Bovo, qui s'appelle Rondello dans les textes italiens, et Arundel dans la chanson des gestes. C'est à travers lui que l'on reconnaît toujours Bovo. Le cheval, failli à l'origine, aide Bovo dans les combats et reste toujours le facteur principal d'identification. Je vous donne un exemple, les tirant du livret. Donc, il s'agit d'un dialogue entre Menichina et Bovo. Je crois peut-être on peut rester au texte italien. Menichina parla la première. Il pericolo è grande, io so chi siete Bovo d'Antona. Chi ve l'ha detto aveva qualche sospetto, ora lo so di certo. Rondel vi ha discoperto. Je peux éviter de faire la traduction? Non. Et le reproche que Bovo fait à Drusiana quand elle ne reconnaît pas, tout en exaltant la vertu de Rondello dans les Cantari, et comme ça, donc il y a deux vers des Cantari qui sont «O buon cavallo, come me vedesti, subitamente tu mi conoscesti, ma questa damigella non mi par che si ricordi di Bovo». Et ce reproche devient dans la bouche de Striglia, donc dans les livrets de Goldoni, un misero cavallo conosce il suo padrone lontano ancora e voi non conoscete un chevador. Évidemment, ça c'est le langage des livrets d'opéra qui ont été aussi empruntés par Da Ponte. Il y a aussi d'autres liens très précis entre les textes de Bovo d'Antona, de Cantari, des Reali de Francia et du livret de Goldoni. Par exemple, il y a le travestissement en médecin de Bovo et de Striglia rendant visite à Drusiana. L'hypoteste contenait déjà divers épisodes de travestissement. Drusiana qui se travestit en juglaressa, Bovo en pèlerin, en meunier, ou se faisant passer aussi pour médecin afin de se venger de Don de Mayence mortellement blessé par lui. La scène du drama giocoso annonce dans ce cas vraiment les Così fan tutte de Mozart. Vous vous rappelez la scène de changement en médecin de la cameriera, de Mozart, de Spina, et les livrets de Da Ponte. D'ailleurs, dans ces livrets, comme dans d'autres livrets de Da Ponte, de nombreux passages sont empruntés vraiment à Goldoni, des passages de vers, mais aussi des passages de contenu. Goldoni, qui, on le sait, c'est notre maître Gianfranco Folena qui l'a démontré, c'est parfaitement utilisé des registres linguistiques différents, les registres comiques, les registres burlesques, tragiques, etc.
Il y a aussi dans les textes sources une sorte de leitmotiv de Bovo qui est cru toujours mort et qui semble ressusciter à chaque fois. Et là, on pourrait se demander si tout cela revient d'une mémoire, d'un conte oral plutôt que d'un texte écrit, comme on avait parlé ce matin. Par exemple, questa è bella, questa è buona, Bovo d'Antona, morto non è. Donc, vous voyez, il y a des traces d'après lesquelles on peut comprendre le travail de Carlo Goldoni. Et pour le bicentenaire de sa mort, on a choisi de ressusciter, c'est bien le mot, les Bovo d'Antona et de les représenter toujours à Venise, mais cette fois dans l'illustre théâtre de la Fenice. On a utilisé comme partition un manuscrit conservé à Vienne. Ce choix voulait reprendre un opéra laissé dans l'ombre. Après la représentation de Dresde en 1772, elle ne fut en effet plus jamais représentée. Mais ce spectacle vénitien n'a pas eu une réception chaleureuse. Les comptes rendus furent plutôt tièdes, même s'il est vrai qu'une mise en scène sans relief, la direction d'Alan Curtis, son choix d'orchestre, trop peu d'instruments, et surtout les chanteurs modestes n'ont rendu justice ni à la musique de Tommaso Traetta, ni au vers de Carlo Goldoni, qui avait essayé de faire, comme il dit, de la bonne poésie pour une bonne musique. La tentative de renaissance de cet opéra, donc cette relecture d'un texte vieilli, a donc échoué, faute d'une alliance heureuse entre les éléments novateurs qui allaient s'ajouter à des données certaines, comme les renouveaux des finales de chaque acte, particulièrement réussis, ou certains airs de Traetta. Du reste, comme Goldoni l'écrivait dans ses mémoires, la réputation d'un auteur dépend souvent de l'exécution des acteurs. Il ne faut pas se dissimuler cette vérité. Nous avons besoin les uns des autres. Merci.